Lorsque les victimes homosexuelles qui ont échappé aux gribouilleurs ont refusé de témoigner contre lui, le ministère de la Justice a su qu'il perdrait l'affaire et ne traduirait jamais l'horrible meurtrier en justice. Les choses sont encore plus compliquées dans l'affaire du maniaque de Danilovski. Le tueur a tellement dérouté la police que plus de 200 personnes ont été interrogées au cours de l'enquête. Malgré cela, le maniaque de Danilovski est toujours en liberté. Au fil des ans, de nombreux cas de tueurs en série ont échappé à leurs crimes horribles. Comment ont-ils fait pour éviter la police et vivre leur vie avec le poids des crimes qu'ils ont commis? Découvrons quelques-unes de leurs histoires. Bradford Bishop. Bradford Bishop était autrefois un employé respecté du département d'État américain. Né en 1936, Bishop était diplômé de Yale et avait une carrière prometteuse dans le service extérieur. Il parlait plusieurs langues et avait occupé diverses fonctions diplomatiques dans le monde entier. Cependant, sous ce vernis de réussite se cachait un homme qui allait commettre l'un des crimes familiaux les plus choquants de l'histoire américaine. Bishop a ôté la vie à sa mère, Lobelia, à sa femme, Annette, et à ses 3 fils, William, Brenton et Geoffrey. Le crime est aussi horrible qu'inexplicable. Bishop a tué sa famille à coups de masse. Après avoir commis les meurtres, Bishop a chargé les corps de sa famille dans le break familial et s'est rendu dans une région isolée de Caroline du Nord. Là, il a creusé une tombe peu profonde dans une zone boisée et a mis le feu au corps. Les restes carbonisés ont été découverts par un garde forestier, révélant l'horrible vérité. Après le crime, Bishop a disparu sans laisser de traces. Au fil des ans, on a signalé des apparitions de Bishop dans divers pays, dont l'Italie et la Suisse, mais aucune n'a été confirmée. Alors que tout le monde connaissait l'identité de Bishop, l'identité du prochain tueur n'a jamais été révélée. Le tueur de l'I-70. Au printemps 1992, une présence sinistre a hanté le Midwest, laissant une traînée de terreur et de tragédie le long de l'autoroute Interstate 70. C'était le terrain de chasse du célèbre tueur de l'I-70, un fantôme dont l'identité reste encore aujourd'hui un mystère. La série de meurtres du tueur a commencé par l'assassinat de sang-froid de 6 employés de magasin, tous abattus au cours d'une série d'attaques similaires qui font froid dans le dos. Ces victimes, toutes des femmes jeunes et menues aux cheveux longs et bruns, ont été ciblées d'une manière qui suggère une approche calculée et méthodique. L'arme de prédilection du tueur était une arme à feu de calibre 22, un détail qui allait devenir la signature sinistre de ses actes odieux. Le règne de terreur du tueur de l'autoroute I-70 ne s'est pas arrêté à ses premiers meurtres. En approfondissant l'affaire, les enquêteurs ont découvert des preuves suggérant que la soif de sang du tueur s'étendait au-delà du Midwest. Entre 1993 et 2001, 2 autres employés de magasins au Texas et un autre dans l'Indiana ont été victimes du même acte de violence effrayant. Malgré les actes audacieux du tueur et la peur généralisée qu'ils ont suscité, il est parvenu à échapper aux forces de l'ordre. Si le tueur de l'I-70 n'a jamais été arrêté, le tueur en série suivant l'a été et a été relâché, le gribouilleur. Au milieu des années 1970, la communauté gay de San Francisco, dynamique et en plein essor, s'est retrouvée assiégée par un personnage de l'ombre connu sous le nom de Doodler. Ce tueur en série insaisissable, dont le surnom provient de ses tactiques effrayantes, a semé la terreur dans le cœur de nombreuses personnes. Le gribouilleur n'était pas seulement un meurtrier, c'était aussi un artiste de la mort qui attirait ses victimes dans les boîtes de nuit et les bars gays de la ville en leur promettant de la compagnie pour ensuite dessiner leurs portraits avant de les poignarder brutalement à mort. Le règne de terreur du gribouilleur aurait coûté la vie à 6 à 16 personnes. Pourtant, au milieu de cette horreur, il y a eu au moins 3 survivants qui ont échappé de justesse à ses griffes. Ces personnes ont joué un rôle crucial dans l'enquête, en fournissant à la police des informations essentielles qui ont permis de dresser un portrait robot de l'auteur de l'attentat. Cependant, lorsque le moment est venu de traduire le suspect en justice, les survivants ont été confrontés à un dilemme angoissant. Ils craignaient les conséquences d'une révélation publique de leur homosexualité. Cette crainte les a conduits à refuser de témoigner, ce qui a entraîné la libération du suspect et la non-élucidation de l'affaire. Le gribouilleur s'en est sorti à cause de la discrimination au sein de la communauté LGBTQ, mais le tueur suivant s'en est sorti à cause de l'absence de preuves ADN. L'étrangleur de l'Est. En novembre 2006, une découverte macabre près d'Atlantic City, dans le New Jersey, a choqué la communauté et au-delà. 4 corps ont été retrouvés dans un fossé de drainage, leur destin tragique révélant un récit glaçant de meurtre et de mystère. Les victimes, identifiées plus tard comme Barbara Braidor, Molly Jen Dilts, Kim Raffo et Tracy Ann Roberts, étaient des femmes qui gagnaient leur vie en tant que travailleuses du sexe dans la région. Chaque victime semble avoir été étranglée, les corps étant alignés, face à l'Est. Cet alignement troublant a valu au tueur d'être surnommé l'étrangleur de l'Est. Au fil de l'enquête, plusieurs suspects ont été rapidement identifiés, ce qui a fait naître l'espoir d'une résolution rapide de l'affaire. Cependant,
Ces espoirs ont été anéantis lorsque des preuves ADN extraites de la scène de crime ont permis de disculper tous les suspects de toute implication dans les meurtres. Cette tournure inattendue des événements a laissé l'affaire au point mort, l'étrangleur de l'Eastbound continuant d'échapper à la capture et laissant une communauté dans la peur et le deuil. Les autorités restent déterminées à résoudre l'affaire et offrent une récompense de 25 000 $ pour toute information susceptible de conduire à l'arrestation et à la condamnation du tueur. L'étrangleur d'Eastbound s'en prenait aux prostituées, mais le tueur en série suivant s'en prenait aux homosexuels. Le maniaque de Danilovski. À Cherepovets, en Russie, un terrible tueur connu sous nom de Danilovski Maniac, ou le maniaque aux yeux ternes, a terrorisé la ville entre 2004 et 2007. Ce tueur insaisissable doit son surnom effrayant aux descriptions vagues et troublantes fournies par ceux qui l'ont aperçu. Ses yeux, dépourvus d'émotion, sont devenus le symbole obsédant de la terreur qu'il infligeait à ses victimes. Au cours de cette période, le maniaque de Danilovski a été responsable des meurtres brutaux d'au moins 7 femmes. Ses cibles étaient souvent des femmes vulnérables, qu'il attirait vers leur destin tragique avec une ruse qui démentait son apparence banale. La ville de Cherepovets est devenue son terrain de chasse, et 3 de ses victimes ont trouvé la mort dans un bâtiment abandonné de la rue Danilovski. L'enquête sur les crimes du maniaque de Danilovski a été à la fois approfondie et exhaustive. Les forces de l'ordre, déterminées à traduire le tueur en justice, ont lancé une vaste chasse à l'homme au cours de laquelle près de 200 personnes ont été interrogées. Malgré ces efforts, l'identité du maniaque est restée un mystère, échappant à toute capture et laissant les enquêteurs frustrés et les communautés sur les dents. L'affaire du maniaque de Danilovski n'a pas été élucidée et il n'y a pas eu de suspect unique, contrairement à l'affaire suivante qui s'est soldée par un acquittement. Le maniaque de l'Arc-en-Ciel. Entre février 2007 et août 2008, la ville de Carapicuíba, à São Paulo, Brésil, a été saisie par une vague de peur, car un tueur en série connu sous le nom de Rainbow Maniac s'en prenait à la communauté homosexuelle locale. Au cours de cette période, 13 homosexuels, âgés de 20 à 40 ans, ont été sauvagement assassinés. Les crimes ont eu lieu au parc Paturis, un lieu connu pour être fréquenté par des hommes gays, ce qui a conduit les autorités à soupçonner que les meurtres étaient motivés par des sentiments homophobes. L'enquête a finalement abouti à l'arrestation de Jairo Francisco Franco, un officier de police à la retraite. L'arrestation de Franco a été considérée comme une avancée significative dans l'affaire, suscitant l'espoir que le maniaque de l'Arc-en-Ciel serait enfin traduit en justice. Cependant, le procès qui a suivi a été marqué par la controverse et l'incertitude. En 2011, Franco a été déclaré non coupable et a ensuite été acquitté de tous les chefs d'accusation. Ce verdict a laissé de nombreux membres de communautés désabusés et frustrés, car le maniaque de l'Arc-en-Ciel était toujours en liberté, libre de poursuivre son règne de terreur. L'acquittement de Franco a marqué un recul important dans la quête de justice pour les victimes et leurs familles. Le maniaque de l'Arc-en-Ciel s'en prenait probablement aux homosexuels par homophobie, mais les motivations du tueur suivant étaient totalement différentes. Le tueur de Sleepy Hollow. À la fin des années 1990, la ville de Pietermaritzburg, dans le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, a été saisie par la peur lorsqu'un tueur en série, surnommé de manière inquiétante le tueur de Sleepy Hollow, a semé le trouble dans les rues. Ce meurtrier insaisissable s'en prenait aux femmes. Le règne de terreur du tueur de Sleepy Hollow a vu l'assassinat brutal d'au moins 13 femmes, dont la vie a été cruellement anéantie par un tueur dont l'identité reste à ce jour un mystère. Les victimes ont été retrouvées près de l'autoroute N3, très fréquentée, leurs corps jetés comme des ordures. Chaque femme a été agressée et étranglée avec ses propres sous-vêtements. Malheureusement, le tueur de Sleepy Hollow a réussi à échapper à la capture, survivant à l'enquête comme un fantôme. L'affaire a rapidement attiré l'attention du pays et les médias ont surnommé l'agresseur inconnu le tueur de Sleepy Hollow. La capacité du tueur à rester indétecté n'a fait qu'ajouter à son infamie, consolidant sa place dans les annales des affaires criminelles non résolues en Afrique du Sud. Au fil des ans, la piste s'est refroidie. Les familles des victimes ont continué à chercher à tourner la page, hantées par la certitude que le responsable de la mort de leurs proches était toujours en liberté. Le tueur de Sleepy Hollow a violé et tué ses victimes, mais le tueur en série suivant sur la liste s'est occupé de leurs os. Le collectionneur d'os de West Mesa. En février 2009, une journée apparemment ordinaire a pris une tournure sombre et inattendue lorsque Christine Ross a emmené son chien se promener près de la West Mesa à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ce qui avait commencé comme une sortie de routine s'est rapidement transformé en une sinistre découverte lorsque son chien a trébuché sur un fémur humain. Cette découverte effrayante a déclenché une série d'événements qui allèrent mettre au jour l'un des mystères non résolus les plus obsédants de l'histoire récente. La découverte du fémur a donné lieu à des fouilles approfondies dans la région, révélant les restes de 11 femmes décédées qui avaient été enterrées dans les étendues désolées de West Mesa. Les victimes, qui avaient toutes été portées disparues,
entre 2003 et 2004 ont finalement été identifiées après près d'un an d'enquête minutieuse. Ces femmes, dont beaucoup travaillaient dans l'industrie du sexe, avaient disparu sans laisser de traces, laissant leur famille dans l'angoisse et l'incertitude. Le West Mesa Bone Collector, comme on appelait le tueur non identifié, a laissé dans son sillage un sentiment de peur et des questions sans réponse. Le collectionneur d'os de West Mesa est peut-être toujours en liberté, tout comme le prochain tueur en série de notre liste. L'étrangleur de Chicago. Entre 2000 et 2018, les quartiers sud et ouest de Chicago ont été hantés par une série de meurtres effrayants qui ont coûté la vie à au moins 50 femmes. Cette série de décès, attribuée à un personnage insaisissable connu sous le nom d'étrangleur de Chicago, a laissé une trace de peur et de douleur. Les victimes, dont beaucoup étaient des prostituées noires ayant déjà eu des démêlés avec la justice, présentaient des similitudes troublantes qui ont révélé qu'il s'agissait d'une attaque ciblée. La plupart des victimes ont été étranglées à mort, leurs corps étant souvent découverts dans des bâtiments abandonnés ou des ruelles, jetés comme des ordures. En 2019, en réponse à la pression croissante du public et au nombre grandissant d'affaires non résolues, un groupe de travail a été créé pour réexaminer les preuves et traduire le tueur en justice. Ce groupe de travail, composé d'enquêteurs chevronnés et d'experts en médecine légale, a entrepris de découvrir la vérité derrière le règne de terreur de l'étrangleur de Chicago. Les conclusions de la Task Force, bien qu'approfondies, n'ont pas fourni de preuves concluantes permettant d'identifier un seul auteur. La complexité de l'affaire, associée à l'absence de pistes définitives, a laissé les enquêteurs frustrés et la communauté dans un état de malaise. Si, dans cette affaire, les agents des services répressifs n'ont pas réussi à désigner un seul suspect, l'affaire suivante a donné lieu à l'interrogatoire de plusieurs suspects. Le tueur en série de Long Island. En mai 2010, la disparition de Shannan Gilbert, âgée de 24 ans, allait conduire à la découverte de l'un des pires tueurs en série de tous les temps. Gilbert, une travailleuse du sexe qui proposait ses services sur Craigslist, s'est volatilisée dans des circonstances mystérieuses, déclenchant des recherches le long de l'Ocean Parkway, à Long Island, dans l'État de New York. En passant la zone au peigne fin, les autorités sont tombées sur les restes de 4 autres femmes, toutes sauvagement assassinées. Cette sinistre découverte marque le début de la traque d'un terrible maniaque, bientôt surnommé le tueur en série de Long Island. Au cours des mois suivants, l'enquête s'est élargie et a permis de découvrir les restes de 6 autres personnes. Les victimes, comme Gilbert, étaient des travailleuses du sexe qui avaient annoncé leurs services sur Craigslist, ce qui en faisait des cibles vulnérables pour un prédateur tapi dans l'ombre. L'enquête sur le tueur en série de Long Island a été longue et de nombreux suspects, et personnes d'intérêt ont été identifiées au fil des ans. Malheureusement, aucune arrestation n'a été effectuée à ce jour. L'absence de condamnation n'a fait qu'accroître le sentiment de peur et d'incertitude qui règne à Long Island. Alors que le tueur en série de Long Island tentait de dissimuler ses victimes, le tueur en série suivant sur notre liste laissait leur corps démembrés à la vue de tous. Le tueur au torse de Cleveland. Dans les années 30, une vague de terreur s'est emparée de la ville de Cleveland lorsqu'un tueur brutal et insaisissable, connu sous le nom de Cleveland Torso Killer ou Mad Butcher of Kingsbury Run, a rôdé dans les rues. Ce criminel notoire a laissé plusieurs personnes démembrées. Le règne de terreur du tueur au torse de Cleveland s'est traduit par les meurtres atroces d'au moins 12 personnes. Les victimes, dont beaucoup étaient des marginaux vivant en marge de la société, étaient souvent décapités et démembrés, leurs restes étant laissés à la vue de tous. Face à la panique croissante et au tollé général, les autorités ont lancé une vaste chasse à l'homme pour traduire le tueur en justice. Cette vaste enquête a donné lieu à plus de 9000 interrogatoires, les forces de l'ordre ayant passé au peigne fin toutes les pistes et tous les éléments de preuve dans leur quête pour démasquer le boucher fou. Malgré ces efforts, l'enquête s'est heurtée à de nombreuses difficultés et l'identité du tueur est restée un mystère. Tout au long de l'enquête, 2 suspects principaux sont apparus. Toutefois, en dépit de l'attention soutenue et de la pression croissante pour obtenir une condamnation, aucun des 2 suspects n'a jamais été identifié de manière vérifiable comme étant le tueur au torse de Cleveland. Alors que le tueur au torse de Cleveland s'en prenait aussi bien aux hommes qu'aux femmes, le tueur suivant n'a attaqué que les hommes lorsqu'il tentait de défendre les femmes. L'homme à la hache de la Nouvelle-Orléans. L'homme à la hache de la Nouvelle-Orléans reste l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire du crime américain. Entre mai 18 et octobre 19, ce mystérieux tueur a semé la terreur dans la ville, tuant 6 personnes et en blessant 6 autres. Le règne de terreur de l'Axeman a commencé par une attaque brutale contre un épicier italien, Joseph Maggio, et sa femme, Catherine. Le couple est retrouvé chez lui, sauvagement agressé à l'aide d'une hache laissée par le tueur. L'homme Anne s'en prenait souvent à des maisons appartenant à des immigrés italiens, s'introduisant au cœur de la nuit pour perpétrer ses actes odieux.
Les occupantes étaient généralement les principales cibles, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles le tueur nourrissait une animosité particulière à l'égard des femmes. On a également supposé que les hommes n'étaient tués que s'ils tentaient de défendre les femmes, comme dans le cas de Joseph Maggio. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la violence s'est brusquement arrêtée à l'automne 1919. Loman disparaît de la conscience publique. Il n'y a pas eu de preuve d'ADN vérifiable dans l'affaire de l'Axeman, mais les enquêteurs ont trouvé une correspondance dans l'affaire suivante que nous allons aborder, le tueur du Dahlia noir. Le 15 janvier 1947, par une froide matinée d'hiver, le corps sans vie d'Elizabeth Short, 22 ans, est découvert dans un terrain vague de Los Angeles, en Californie. La cruauté du tueur est évidente dans les multiples coups de couteau qui transpercent la chair d'Elizabeth Short. Son corps a été mutilé avec une précision chirurgicale, avec des coupures si fines qu'elles semblent avoir été faites par un professionnel de la santé. Une lacération au visage et une bouche tailladée d'une oreille à l'autre témoignent de la brutalité du tueur. L'aspect le plus horrible du crime, cependant, est la façon dont le corps de Short a été mutilé après sa mort. Elizabeth Short, belle actrice en herbe, avait quitté le Massachusetts pour Los Angeles, où elle rêvait de célébrité. Sa vie a été interrompue de la manière la plus brutale qui soit. La police de Los Angeles, LAPD, a lancé une vaste enquête, interrogeant des centaines de suspects et suivant de nombreuses pistes. L'affaire était restée sans suite jusqu'en 2018, date à laquelle le LAPD a identifié un échantillon d'ADN d'un suspect masculin inconnu qui avait été prélevé sur la scène de crime. L'ADN a été comparé à un échantillon provenant d'une base de données généalogiques publique. Mais l'identité du suspect reste un mystère. Alors que le tueur du Dahlia noir a fait de son mieux pour rester un fantôme, le tueur suivant a nargué la police avec des lettres. Le tueur du Zodiac. Le nom du tueur du Zodiac est devenu synonyme de terreur et de mystère. Une figure de l'ombre qui a nargué les autorités et captivé le public par ses messages énigmatiques et ses crimes brutaux. Opérant en Californie du Nord à la fin des années 60 et au début des années 70, l'identité du tueur du Zodiac reste l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle américaine. Le règne de terreur du Zodiac a commencé en décembre 1968, lorsque les lycéens Betty Lou Jensen et David Faraday ont été abattus sur une route isolée de Vallejo, en Californie. Les victimes du Zodiac étaient souvent de jeunes couples vivant dans des endroits isolés, ce qui a renforcé la peur et l'incertitude entourant l'affaire. Au fil des ans, de nombreuses théories ont vu le jour concernant l'identité du tueur du Zodiac. Certains enquêteurs ont établi des parallèles entre le Zodiac et le tueur fantôme, un personnage mystérieux responsable d'une série de meurtres à Texarkana en 1964. Les deux tueurs s'en sont pris à de jeunes couples dans des endroits isolés, et les deux affaires n'ont pas été élucidées. Les similitudes de méthode ont conduit certains à penser que le Zodiac et le tueur fantôme pourraient être le même individu. Alors que le tueur du Zodiac s'en prenait aux jeunes femmes, le tueur suivant sur cette liste s'en prenait à pratiquement tout le monde. Le meurtrier du Paraguay. Les meurtres au Paraguay commis au Japon, au milieu des années 80, étaient aléatoires mais choquants. Contrairement à de nombreux tueurs en série qui ciblent des individus spécifiques, le meurtrier au Paraguay a choisi une méthode aveugle et impersonnelle, mais d'une efficacité dévastatrice. Le tueur utilisait le Paraguay, un herbicide hautement toxique, pour empoisonner des victimes qui ne se doutaient de rien, en ajoutant des boissons laissées dans ou sur les distributeurs automatiques. Les crimes ont commencé dans la région de Fukuyama, Hiroshima, où 12 personnes sont mortes après avoir consommé des boissons empoisonnées. Le caractère aléatoire des attaques signifiait que n'importe qui pouvait être victime, et cette imprévisibilité a semé la peur dans le cœur du public japonais. Les distributeurs automatiques, omniprésents dans la vie quotidienne au Japon, sont soudain devenus des objets de suspicion et de crainte. L'idée que le simple fait d'acheter une boisson puisse entraîner la mort était une perspective terrifiante qui a ébranlé la nation dans ses fondements. L'Association japonaise des embouteilleurs de boissons non alcoolisées a réagi en imprimant plus d'1 million d'étiquettes d'avertissement pour les distributeurs automatiques, invitant le public à la prudence et à la vigilance. Le tueur n'a jamais été identifié et l'affaire n'a toujours pas été résolue à ce jour. Dans l'affaire suivante, cependant, une personne a été condamnée, mais la condamnation a été annulée. Le monstre de Florence. Le monstre de Florence est un nom qui évoque la peur et l'intrigue. Il s'agit d'un personnage effrayant dont les crimes ressemblent étrangement au tristement célèbre meurtre du fils de Sam à New York. Opérant dans les collines pittoresques de Florence, en Italie, ce tueur insaisissable s'en prenait à des couples dans des voitures en stationnement, transformant des escapades romantiques en scènes d'une horreur inimaginable. Entre 1968 et 1985, le monstre de Florence a coûté la vie à au moins 16 personnes. La police italienne a dû faire face à une pression énorme pour résoudre l'affaire, le public exigeant des réponses et la justice pour les victimes.
L'enquête s'est étalée sur plusieurs décennies et de nombreux suspects et théories ont vu le jour au fil des ans. L'un des suspects les plus connus était Pietro Pacciani, un fermier local au passé criminel. Pacciani a été arrêté et jugé au début des années 1990, accusé d'être le monstre de Florence. Cependant, la défense a fait valoir que les preuves étaient insuffisantes et que Pacciani était le bouc émissaire d'une police désespérée, désireuse de clore l'affaire. En 1994, Pacciani a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie, mais le verdict a été annulé en appel et il a été acquitté en 1996. La police a peut-être fait quelques progrès dans le monstre de Florence, mais il n'y avait pas la moindre preuve tangible d'ADN contre le prochain tueur. Le tueur du comté d'Oakland. Le tueur d'enfants du comté d'Oakland, également connu sous le nom de Babysitter, est un personnage effrayant dont les crimes commis à la fin des années 770 ont laissé une marque inoubliable sur la communauté du comté d'Oakland, dans le Michigan. Pendant environ 13 mois, cet inconnu a enlevé et assassiné au moins 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. La chronologie des crimes a commencé en février 1976, lorsque Mark Stebbins, 12 ans, a disparu alors qu'il rentrait à pied d'une salle de la Légion américaine locale. Son corps a été découvert 4 jours plus tard, gisant dans un banc de neige, entièrement vêtu et méticuleusement nettoyé. La signature du tueur était évidente dans le soin apporté à la toilette et à l'habillement des victimes, ce qui lui a valu le surnom de Babysitter. Ce schéma s'est poursuivi avec les enlèvements et les meurtres de Jill Robinson, Christine Mielich et Timothy King, chaque cas suivant un scénario similaire et horrifiant. Les forces de l'ordre de tout l'État, y compris la police de l'État du Michigan et le FBI, ont uni leurs forces pour traquer l'insaisissable tueur. L'équipe spéciale a interrogé des milliers de personnes, passé au peigne fin des montagnes de preuves et suivi d'innombrables pistes, mais le tueur n'a pas été retrouvé. Alors que les victimes de l'affaire The Oakland County Child Killer ont toutes été identifiées, les victimes de l'affaire suivante n'ont jamais été identifiées. Le tueur à la scie de Hanovre. Entre 1975 et 1977, un sentiment de terreur et de malaise s'est emparé des habitants de Hanovre, en Allemagne. Tout a commencé par une série de découvertes macabres. Des restes humains, soigneusement démembrés, et laissés à la vue de tous dans toute la ville. Les corps ont été retrouvés dans divers endroits, des parcs aux ruelles, et même dans un cimetière. Le plus effrayant, c'est qu'aucune des victimes n'a jamais été identifiée. Lorsque les autorités ont commencé à enquêter, elles ont remarqué un schéma inquiétant. Les corps avaient tous été démembrés, probablement à l'aide d'une scie ou d'un instrument chirurgical. La précision et la régularité des coupes laissent penser qu'un seul et même auteur est à l'origine des meurtres. La police a surnommé le tueur à la scie de Hanovre. L'enquête est entravée par le fait que les victimes restent inconnues. L'absence de preuves et d'indices a ralenti l'enquête, laissant la police frustrée et inquiète. En 1977, les meurtres cessent brusquement. C'est comme si le tueur s'était volatilisé. La police se retrouve avec un sentiment de frustration et de déception, sachant qu'elle n'a pas réussi à attraper l'auteur du crime. Tout comme le tueur à la scie de Hanovre, le prochain tueur de cette liste a démembré ses victimes avec une précision chirurgicale. Le tueur à la jambe coupée. Au début des années 2000, la ville d'Istanbul, en Turquie, a été saisie d'effroi à la suite d'une série de découvertes macabres. Des jambes démembrées, séparées du reste du corps, ont été retrouvées dans des lieux publics de la ville. Les membres appartenaient à au moins 8 victimes, dont 6 femmes et 2 hommes. Mais une seule d'entre elles, une jeune femme nommée Ebru, a été identifiée. L'enquête sur le tueur à la jambe coupée, comme on a fini par le surnommer, a été l'une des plus complexes et des plus difficiles de l'histoire de la Turquie. Les détectives ont parcouru la ville, recueillant des preuves ADN et suivant des pistes, mais le tueur semblait s'être volatilisé. Au fur et à mesure que l'on découvre des morceaux de corps, les habitants d'Istanbul vivent dans la terreur. Qui était ce monstre? Et qu'est-ce qui le poussait à commettre des crimes aussi odieux? Il semblait prendre grand soin de démembrer les jambes de ses victimes, souvent au niveau de la cuisse ou du genou, et de les jeter dans des lieux publics. La police a établi un profil psychologique du tueur, suggérant qu'il s'agissait d'un individu très organisé et calculateur, qui n'était probablement pas originaire d'Istanbul. Alors que le tueur à la jambe coupée s'en prenait à des hommes et des femmes adultes, le dernier tueur de notre liste s'en prenait à des jeunes filles. Le fantôme de l'autoroute. Le fantôme de l'autoroute est un nom qui évoque la peur et la tristesse. Un personnage effrayant responsable d'une série de meurtres brutaux qui ont terrorisé la région de Washington, D.C. entre 1971 et 1972. Les victimes étaient 5 jeunes filles noires et une jeune femme dont la vie a été tragiquement interrompue par un tueur dont l'identité reste à ce jour un mystère. La première victime connue est Carol Spinks, âgée de 13 ans, qui a disparu alors qu'elle faisait une course pour sa sœur aînée. Son corps a été découvert 6 jours plus tard, abandonné sur le bord d'une autoroute.
Le fantôme du freeway a continué à enlever des jeunes filles, à les agresser sexuellement et à les étrangler, puis à se débarrasser de leur corps dans des endroits où ils seraient facilement retrouvés. Les autres victimes étaient Darlenia Johnson, Brenda Crockett, Nenomoshia Yates, Brenda Woodward et Diane Williams. Chaque cas suivait un scénario similaire et effrayant. Les victimes disparaissaient seules et leurs corps étaient ensuite retrouvés abandonnés près d'axes routiers importants. Les soupçons se sont portés sur Robert Elwood Askins, un prédateur sexuel connu pour ses antécédents de crimes violents. Askins avait été condamné pour meurtre dans les années 30 et avait ensuite été associé à plusieurs agressions dans la région de Washington. Bien qu'il soit le principal suspect, aucune preuve matérielle n'a permis de lier Askins au meurtre du fantôme de l'autoroute et il n'a jamais été inculpé. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos intéressantes à partir des cartes affichées à l'écran.